Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Des attaques à l'aide de drones, vous en entendez désormais parler tous les jours en Ukraine et ailleurs. En Birmanie, les rebelles les utilisent pour lutter contre la junte. Dans la mer Rouge, ce sont les Houthis du Yémen qui s'en servent pour attaquer des navires occidentaux. Israël et le Hamas ont également recours à des drones. Ils ont complètement transformé la guerre et cela ne fait que commencer car ces engins volants, couplés à l'intelligence artificielle, pourraient être amenés à terme à prendre des décisions seuls en véritables robots tueurs, dignes de séries de science-fiction glaçantes comme Colony. Sur le terrain, ils peuvent déjà changer le rapport de force et pour les soldats comme pour les civils, ils ont de profondes conséquences psychologiques. Pour en parler, j'ai appelé mon collègue reporter de guerre Emmanuel Peuchot, qui effectue régulièrement des missions sur le front en Ukraine, et Ulrike Franke, spécialiste en sécurité et en défense au sein d'un groupe de réflexion, le European Council on Foreign Relations. Sur le fil. Ce son, vous le connaissez bien, et celui-ci peut-être un peu moins. Emmanuel Peuchot, reporter rodé au terrain de conflit, lui, a dû apprendre à les reconnaître depuis qu'il couvre la guerre en Ukraine. C'était l'artillerie qui nous préoccupait, les obus qui arrivent sur la position où tu travailles. Donc il faut avoir l'ouïe tout le temps aux aguets pour écouter, parce qu'on a 1 seconde et demie, voire 2 secondes maximum. Quand on entend arriver un obus siffler, à ce moment-là, on peut se projeter à terre. Donc c'est une chose sur laquelle il faut être vigilante et toujours bien écouter. Or, avec les drones, c'est devenu différent parce qu'il faut à la fois écouter et aussi maintenant scruter le ciel en fait. Selon Ulrike Franke, c'est en Ukraine que les drones ont pris leur plus grand essor. Il y avait des drones dans la guerre du Vietnam ou au Kosovo, mais je dirais que les drones un peu plus modernes, ce qu'on prend aujourd'hui comme drones, c'est apparu vers l'année 2000. Au début, on parlait surtout des drones du genre Predator et Reaper. Ce sont des grands drones militaires armés des États-Unis qu'ils ont utilisés pour des frappes ciblées dans des champs de bataille comme Afghanistan et Irak, mais aussi Pakistan, Yémen, etc. Et puis, il y avait énormément de drones militaires de renseignement. Mais depuis un certain moment, je dirais à peu près 2015 et les années qui suivaient, il y a eu un développement très important dans le domaine des drones civils. Et donc, ces systèmes se sont retrouvés sur le champ de bataille. Quand la Russie a annexé la Crimée, les Ukrainiens ont commencé à travailler plus dans le domaine des drones et ont commencé à prendre des drones civils, par exemple l'agriculture, et de les modifier pour qu'ils puissent être utilisés militairement. C'est devenu une priorité en Ukraine et certaines start-up qui fabriquaient des drones civils se concentrent désormais sur la fabrication de drones militaires. À tel point que selon les experts, l'Ukraine deviendra à terme un des grands acteurs industriels dans ce domaine. Emmanuel Peuchot a fait plus d'un reportage avec des pilotes de drones sur le terrain. Certains font du renseignement, d'autres mènent des attaques et c'est plus ou moins artisanal. Ils adaptent des petits systèmes pour fixer des grenades ou des mines, par exemple, des mines anti-chars. Et donc c'est devenu une arme en plus, d'autant plus que les Ukrainiens ont des problèmes de munitions d'artillerie. Ils en ont moins. Donc du coup, ils compensent par les munitions de drone qui sont plus faciles à avoir. Il y a des caméras embarquées, donc on est comme si on était sur le drone. Donc on peut tout voir, ils enregistrent tout. Aujourd'hui, on voit tout, on peut voir complètement de A à Z la zone de combat. Et ça, pour moi, je trouve que c'est vraiment nouveau, quoi. On parle de plus en plus d'un champ de bataille transparent. Les deux côtés peuvent voir plus ou moins tout à plus ou moins tout moment. Donc, le manœuvre, le rassemblement des troupes, ça devient de plus en plus difficile, même impossible, parce qu'on sait justement que l'ennemi voit tout. C'est une des raisons pour lesquelles la guerre en Ukraine est une guerre électronique, mais aussi une guerre de tranchées, selon Ulrike Franke.
des attaques, des manœuvres sont devenues très, très difficiles et ça explique en partie pourquoi c'est tellement difficile de faire bouger la ligne de front et pourquoi on parle des tranchées et tout. Ulrike m'a aussi expliqué que les drones, qui étaient au départ un instrument de domination des grandes puissances, sont peu à peu devenus une arme de guerre pour les plus faibles ou asymétriques, qui permet de déstabiliser l'adversaire avec des engins artisanaux. On voit aussi les drones qui sont de plus en plus utilisés dans des conflits asymétriques par la partie moins forte, donc par les groupes comme les Houthis. Ces rebelles yéménites, soutenus par l'Iran, multiplient depuis plusieurs mois les attaques, combinant les missiles et parfois des dizaines de drones visant les navires en mer Rouge. Ils affirment que c'est leur manière de soutenir le Hamas. Les petits drones peuvent présenter des vrais défis pour les forces armées des États développés et pour des grandes plateformes comme les navires de guerre, frégates et autres. Les drones sont également utilisés massivement entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza par les deux parties. Israël disposerait aussi d'un système d'IA sophistiqué pour choisir ses cibles, qui serait notamment alimenté par des images de drones selon plusieurs médias. L'IA, l'intelligence artificielle, est utilisée déjà un peu partout en guerre. C'est pas juste une histoire de drone, mais c'est dans tous les systèmes différents, aussi logistique et tout cela, ciblage, l'analyse des informations surtout, en fait, c'est le plus important. Mais ça joue aussi un rôle dans le domaine des drones. Pour le drone, en ce moment, l'utilisation, je dirais, la plus importante de l'IA, c'est dans le domaine de l'autonomie. Mais selon Ulrike, même lorsqu'il y a toujours un homme ou une femme pour donner le dernier feu vert avant une attaque, ce n'est pas une garantie. Donc forcément, l'utilisation de l'IA, ça pourrait aider à être plus rapide, plus précis, mettre moins d'hommes et femmes en danger. Mais on ne sait pas forcément ce que l'IA fait ou a pensé ou comment l'IA est arrivée à un résultat. Donc, pourquoi l'IA me propose telle cible ou pas telle cible? Ça, bien entendu, c'est très problématique, surtout si jamais on a des doutes. Et à terme, d'autres évolutions très importantes sont attendues. On envisage aussi de faire travailler des drones ensemble. On parle d'essaim de drones. Cela reste théorique, mais on craint aussi que des systèmes d'intelligence artificielle échappent au contrôle humain et décident de se faire la guerre. Sur le terrain aussi et surtout, il y a aujourd'hui les conséquences humaines. À Gaza, le survol constant des drones traumatise grands et petits. Cette musicienne tente de les apaiser avec son oud. Il y a cette partie psychologique où on se sent sous surveillance tout le temps et où on se sent menacé tout le temps. Moi, j'avais écouté des soldats lors d'une soirée musicale pour les distraire. Ils parlaient entre eux et le seul sujet, c'était les drones. En fait, c'est une angoisse pour eux, les drones. C'est pas d'où ça vient. Les drones peuvent entrer dans les maisons, même dans les tranchées. Je sais, t'as des scènes assez incroyables où t'as des chasses en fait qui se font entre une personne et tu la vois courir, qui voit le drone, etc., qui court, qui essaie de l'éviter, puis à la fin il se fait taper, quoi. Je pense que c'est angoissant. Emmanuel et Ulrike m'ont aussi expliqué que les drones ont bien sûr leurs limites. Ils fonctionnent mal par mauvais temps et les communications avec leurs opérateurs peuvent être brouillées. L'ONU a en tout cas clairement exprimé sa position. Les systèmes d'armes létaux qui seraient dotés d'autonomie, c'est-à-dire qui puissent agir sans un feu vert humain, devraient être complètement interdits. Sur le fil revient demain. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je suis Michaela Cancela-Kiefer. À très vite.